Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au sommaire aujourd'hui, faux et usage de faux. Quand l'intelligence artificielle est prise en flaque de trucage, point définition avec les deepfakes. Une idée derrière la tech aujourd'hui, c'est Amelia Matar, qui l'a bien évidemment. Amelia, codé ou no codé, telle est la question. Absolument, le no-code très bien, mais un peu de code ne fait de mal à personne. Et oui, parce que justement, programmer sans saisir une ligne de code ni avoir de connaissances informatiques, c'est la promesse du no-code. Alors, est-ce que c'est une lubie de la tech ou une vraie démocratisation? C'est notre question du jour. Pour en parler justement avec nous en plateau, Francis Lelong, vous êtes le fondateur d'Allegria, le groupe d'une part qui se positionne comme le leader des technologies no-code en Europe, et puis l'Académie qui, elle, se veut être la première école au monde en la matière et s'apprête à ouvrir ses portes au cœur de Paris. Et puis en duplex, Erwan Kezar, Erwan, fondateur de contournement.io, vous proposez des formations express en ligne pour maîtriser les super pouvoirs du no-code. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, on décrypte les gros mots du numérique. Et de la vidéo truquée à la manipulation de la vérité, les deepfakes font l'objet de très nombreuses inquiétudes, du vrai ou plutôt du faux, plus vrai que nature, boosté par l'intelligence artificielle. La définition, elle va être beaucoup plus claire tout de suite avec Édouard Denuveau. Si vous ne connaissez pas le terme deepfake, vous en avez déjà sûrement aperçu un, au moins une fois quelque part. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. It's done. All done, folks. Alors, est-ce que maintenant, ça vous dit quelque chose? Le deepfake est une technique qui consiste à trafiquer une vidéo existante en y superposant un autre fichier vidéo ou audio. Grâce à cette technique d'intelligence artificielle, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui et à n'importe quel endroit. Dans cette vidéo, Mark Zuckerberg annonce dévoiler toutes les données personnelles des utilisateurs de Facebook. Il déclare également contrôler le monde et ce deepfake a semé la panique au moment de sa sortie. L'application la plus utilisée pour réaliser ces trucages est FakeApp et la technique la plus courante pour réaliser le deepfake est le FaceSwap. Grâce aux applications de FaceSwap, les utilisateurs peuvent remplacer le visage d'une personne par un autre visage tout en gardant le reste du corps intact. Même si le deepfake est principalement utilisé sur les personnalités publiques, il sert parfois à nuire aux personnes de pouvoir. Créé par le chercheur Ian Goodflow en 2014, le deepfake permet, grâce à un robot, d'adapter et de modifier des mouvements et des expressions du visage. C'est en 2017 que le phénomène se popularise et se développe de façon astronomique, avec des centaines de milliers de deepfakes trouvés en ligne. Et on verra si les deepfakes envahissent la campagne présidentielle française. On avait des craintes quant à la campagne présidentielle américaine l'année dernière. Finalement, ce n'a pas été le cas. Francis, les deepfakes, vous en avez peur? Je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour la démocratie, mais comme tous les réseaux sociaux d'ailleurs, c'est quelque chose qui maintenant fait partie de notre quotidien. Je crois que le fondement derrière tout ça aussi, c'est une problématique de modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que la fausse information rapporte plus d'argent à certains sites que la vraie information. Si on arrive au même modèle avec le deepfake, il faut s'attendre effectivement à un développement de ces technologies, pas forcément pour le meilleur, donc il faut s'en protéger. Allez, ils sont ici en vrai, en chair et en os et à distance en duplex, rien que pour vous. Le no-code est-il le nouveau cool? On en parle. Et c'est l'avenir de l'informatique, dixit Microsoft, une solution à la crise économique à venir selon le média Fast Company. Le no-code est sur toutes les lèvres et les claviers du monde de la tech. Il se définit comme la capacité à créer un logiciel sans avoir à programmer une seule ligne de code. Mais c'est quoi exactement? On peut faire quoi avec le no-code exactement, Francis? On peut faire de plus en plus de choses et aujourd'hui, je peux vous donner une réponse qui sera très différente à celle de demain parce que les outils progressent à une vitesse incroyable. Moi, j'ai découvert ces outils il y a 5 ans. Je me suis déjà approprié pour mon usage personnel, après dans mes entreprises. Et en fait, on se rend compte que depuis, on va dire, 2-3 ans, en fait, il y a une maturité qui arrive dans ces technologies.
Le no-code, ça date pas d'hier. Les éditeurs informatiques ont tous essayé depuis le début de l'histoire de l'informatique, il y a 40 ou 50 ans, à faire des outils qu'on puisse tous s'approprier. Ça a commencé avec Excel en 84, WordPress en 2000. Mais l'arrivée du digital dans nos vies, dans les entreprises, au quotidien, change la donne. Et il y a un certain nombre de technologies qui sont des technologies liées à l'évolution d'Internet ces dernières années, qui font que le no-code d'aujourd'hui n'a plus rien à voir à celui d'il y a 10 ou 15 ans. Et que les promesses que sont portées aujourd'hui par l'ensemble des éditeurs du monde du no-code et par les sociétés qui les mettent en œuvre aujourd'hui sont absolument incroyables. On peut faire du site web, on peut faire des applications métiers, on peut faire des sites e-commerce. Donc les limites sont repoussées vraiment tous les jours avec le no-code. Erwan, le no-code, finalement, c'est du réchauffé, si j'entends bien Francis. C'est pas si nouveau que ça. Alors, pour être tout à fait exact, le mot no-code, il est apparu, on va dire, autour de 2017-2016, quand on regarde les statistiques sur Google, et ça définit vraiment un type de technologie bien à part. Comme le disait Francis, c'est des choses qui permettent, voilà, visuellement de faire des choses. Et d'ailleurs, merci Marjorie, parce que tu as dit programmer sans coder. C'est ça, en fait, on programme, on construit, mais sans écrire de code, visuellement. Et ce qui fait la révolution des outils no-code, ce qui fait que c'est vraiment un vrai phénomène et pas juste un concept marketing, c'est que tout se passe sur Internet. Vous n'avez rien à installer et rien à héberger. Je veux faire un site ou une appli en no-code. Je crée un compte, comme si je me crée un compte sur Instagram. Je commence à dire, là, je veux une image, là, je veux un texte, là, je veux une vidéo. Je publie et je peux partager. Ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est parce qu'il y a les innovations récentes du web. Il y a 10 ans, il commençait à y avoir des choses comme ça, mais il fallait installer, il fallait héberger. Et c'est vraiment ce fait que tout se passe sur Internet qui fait que n'importe qui, maintenant, peut y accéder. C'est une petite marche et non pas un muret, j'ai envie de dire, à franchir. Mais attendez, Francis, vous lancez dans quelques jours, dans quelques semaines à peine, la première école de no-code au monde pour créer, donc sans coder. Là aussi, je rejoins Erwan. Mais je crois qu'il n'y avait pas besoin de compétences informatiques pour no-coder. Alors, il faut quand même une formation ? Oui, il faut être précis d'ailleurs dans les termes. On lance la première école pour les professionnels du no-code. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la distinction dans le monde du no-code. Il y a aujourd'hui une énorme tendance de ce qu'on appelle le citizen maker, donc des gens qui vont s'approprier les technologies no-code pour des usages personnels ou pour faire des choses dans leur entreprise. Et ça, c'est absolument génial. Et on peut se former très rapidement avec ces outils, avec des tutoriels en ligne, avec des formations de type bootcamp rapide, comme l'on peut faire chez Contournement, par exemple, ou chez d'autres. Nous, ce qu'on essaie de faire en tant qu'entreprise professionnelle du no-code, c'est plutôt de dire qu'il va y avoir une explosion des métiers autour du no-code et qu'on ne peut pas, en faisant juste quelques tutos sur Internet, arriver dans une entreprise et dire « je vais faire la révolution digitale de votre entreprise en y mettant du no-code ». Il y a des prérequis à faire. Pour vous donner un exemple, c'est comme si vous deviez envoyer une fusée sur Mars, il faudra toujours calculer des algorithmes de trajectoire, que vous fassiez du code ou du no-code. C'est un petit peu le même principe. Donc, cet écosystème du no-code, en fait, se développe très vite. On a déjà identifié plus d'1 millier de professionnels du no-code rien qu'en France en 1 an. On pense qu'ils seront 100 000 d'ici 5 ans. Il y a 400 000 développeurs en France, donc ça vous donne un ordre d'idée de la vitesse à laquelle ça va. Et en fait, ça vient simplement aujourd'hui répondre à un besoin énorme des entreprises qui ne trouvent plus de codeurs, de développeurs de code, et pour lesquels aujourd'hui les solutions no-code, c'est une des possibilités offertes par le marché pour justement faire cette transition digitale. Et si je regarde attentivement votre site et notamment les objectifs pédagogiques qui y sont mentionnés, on a réfléchir comme un développeur, apprendre les fondamentaux du web en HTML, en CSS ou en JS, comprendre l'algorithmie, maîtriser les bases de données relationnelles ou encore développer une culture générale de maker. Donc vous voulez quand même avoir des no-codeurs en mode développeur. En fait, l'un et l'autre ne s'opposent pas. Ouais. La pire des choses, ça serait d'opposer le code au no-code. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde les études aux États-Unis, Microsoft nous dit qu'environ 50% des développeurs, les codeurs américains, font du no-code aujourd'hui. Donc, l'un et l'autre s'imbriquent. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut à peu près 6 à 12 mois pour former un maker professionnel en partant de compétences standards, c'est-à-dire sans avoir fait d'études de code avant, alors qu'il faut 3 à 5 ans pour faire une vraie formation. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut un peu revenir dans l'utopie de croire qu'on va former un développeur en faisant une formation de 3 mois. Ce n'est pas vrai. On voit que beaucoup ont du mal à trouver un job derrière. On essaie de faire des choses sérieusement. Et dans le no-code, déjà, si on arrive à former un professionnel en 6 à 12 mois, c'est déjà 3 fois plus vite qu'un dev. Et surtout, encore une fois, on peut aller chercher des personnes
qui jusque-là étaient spectateurs du digital, qui peuvent devenir acteurs très rapidement, sans avoir un background tech très important. On va leur donner quand même pendant le premier mois le minimum de bases à avoir, mais ces bases sont très accessibles. Et c'est souvent ce que je dis, la beauté du no-code, c'est un petit peu comme apprendre la guitare sans avoir à apprendre le solfège. Il faut quand même connaître un peu les notes quand on fait de la musique, même sans forcément apprendre le solfège. C'est un petit peu la même chose avec le no-code. Allez, je me retourne vers un des virtuoses de cette guitare du no-code, évidemment, Erwan. Contournement.io propose de démystifier la technique et de faire ses premiers pas en quelques heures. Ça veut dire quoi? Que le no-code, c'est travailler moins pour gagner plus de temps surtout? Alors c'est intéressant parce que travailler moins pour gagner plus, c'est la définition de la productivité au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire travailler moins pour travailler mieux, notamment en déléguant ce qu'on fait d'inutile aux machines au quotidien. Les smartphones, les ordinateurs, on y passe des heures, que ce soit à titre perso ou dans la vie professionnelle, et on fait plein de choses à la place de l'ordinateur. Et justement, l'un des enjeux du no-code, le no-code, c'est pas juste faire des sites web ou des applis, ça, il n'y a pas tant de monde, c'est surtout les entreprises qui en ont besoin, et pas toutes les entreprises. C'est aussi savoir créer ses propres outils, automatiser des choses, donner des ordres aux machines, sans écrire de code, pour pouvoir se réapproprier le numérique au lieu de se faire déposséder de son temps par le numérique. Donc, j'en profitais pour rebondir là-dessus. Merci beaucoup pour cette question. Et aussi, il y a des choses importantes pour répondre à l'autre question. C'est que le no-code, c'est vraiment une multiplicité d'usages. Là, Francis parlait à très juste titre de l'usage dans les entreprises, notamment pour créer des sites, des applis, pour automatiser aussi, comme je viens de le dire. Mais il y a aussi un intérêt dans le no-code, c'est que n'importe qui peut rapidement, avec certains outils, faire son petit site pour son asso, optimiser ses processus au quotidien à titre perso ou alors dans une petite équipe d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses. Et ça, c'est vraiment le no-code que nous, on appelle le no-code très accessible. Il y a des outils où clairement, en 2-3 heures déjà, tu fais des choses incroyables. Puis, en quelques jours, tu commences à avoir des compétences assez intéressantes. Mais il y a des outils qui sont très puissants où il faut plutôt 3 semaines, 1 mois pour se former. Donc, il faut vraiment bien distinguer les deux parce que j'ai envie de dire qu'il y a du no-code démocratique et du no-code professionnel. Voilà, c'est assez important pour que les gens s'y retrouvent parce que le risque, sinon, c'est de se mettre, par exemple, à du Bubble ou à du Webflow, qui sont des outils très puissants, dont les gens entendent beaucoup parler, mais c'est que les gens le testent pendant quelques heures et qu'ils se disent « Ah non, c'est trop compliqué pour moi ». Non, il vaut mieux aller vers des outils plus accessibles, donc c'est important de faire preuve de discernement dans les outils qu'on choisit. Il y a plein de contenus en ligne gratuits là-dessus, sur Internet, pour s'orienter. Oui, vous le rappelez, Erwan, il va y avoir une explosion de ces applications en no-code. Tiens, regardez par exemple un chiffre du Gartner. D'ici 4 ans, 80% des applications créées le seront en no-code. Donc, il y a une question de démocratisation des technologies avant tout, on le comprend bien. Mais est-ce que ça va au-delà? Ces 80% d'applications créées en no-code d'ici 4 ans, ça veut dire que tout le monde sera no-codeur ou no-codeuse, Erwan? Alors, je me méfie toujours des chiffres comme ça, des prophéties un peu, oui, il va y avoir tant de millions de no-codeurs, de no-codeuses. Enfin, on ne sait vraiment pas, on en est à la préhistoire, et notamment Gartner, souvent, c'est quand même très orienté, leurs études, et ils parlent souvent de no-code et de low-code. Le low-code, c'est autre chose. C'est un peu de code, mais du code quand même. C'est assez ingénieur, le low-code. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous no-codeurs ou no-codeuses, je ne sais pas, mais est-ce que ça a une utilité déjà? Est-ce que tout le monde a besoin de savoir faire ça? Je ne pense pas. Par contre, je pense en effet qu'il y a une partie des tâches exécutées par des codeurs et des codeuses qui risquent d'être remplacées par le no-code petit à petit, mais ça demeure quand même une minorité de ce que font les codeurs et les codeuses, parce que faire de l'algorithmie, maintenir des infrastructures énormes comme des infrastructures de banque ou autres, enfin on ne fait pas tourner un moteur d'Airbus ou une infrastructure électrique avec du no-code. Donc ce que je veux dire par là aussi sur le discours, c'est de se dire le no-code est de plus en plus utilisé en effet par des codeurs et des codeuses, pour aller plus vite sur certaines briques, parce que c'est bien fait aujourd'hui, et c'est compatible. Mais, quand même, sur la pénurie de codeurs, il faut être conscient qu'on a encore beaucoup besoin de codeurs et de codeuses compétents et compétentes, parce que le no-code, ça résout qu'une partie des problèmes. Et enfin, ça permet de faire qu'une partie de ce qu'on peut faire avec du code, quoi. Oui, Francis, c'est ce que j'allais vous dire, parce que si on fait, encore une fois, 80%, même si Erwan est un peu dubitatif sur le chiffre d'applications en no ou en low code, ça veut dire que, est-ce qu'il y a un risque d'abord de désintégration de l'expérience utilisateur sur la plupart des sites? Parce que forcément, ce ne sera pas fait de la même façon qu'avec des véritables lignes de code. Et puis surtout, ça veut dire quoi en matière de sécurité? Est-ce que le no-code est aussi aussi sécurisé que ne sont les lignes de code à l'heure actuelle? Je pense que d'abord, les usages et les attentes dans l'environnement digital dans lequel on est ont complètement changé. C'est-à-dire que les entreprises ont de plus en plus de connexions, par exemple, avec leurs clients dans l'univers du digital. Et donc, il faut aussi accepter le fait que ce qu'on fait aujourd'hui
dans l'industrie tech, ce sont des choses qui étaient très complexes à faire il y a 10 ou 15 ans et les outils permettent de le faire aujourd'hui. Donc les usages se démultiplient et je pense que quand Gartner donne ce chiffre de 80%, moi je suis assez confiant dans ce chiffre parce qu'en fait, on est en train de vivre une espèce de remplacement de la suite Office qu'on a tous connu, Word, Excel, PowerPoint, qui sont des outils qui ont 30 ans, pas du tout adaptés au monde de la tech aujourd'hui. Chez nous, on fait quasiment plus de Word, Excel, PowerPoint, à part peut-être le business plan de la boîte encore sur Excel. Tout le reste, on le fait sur des outils comme Airtable, Notion. C'est ça dont on a besoin au quotidien. Donc moi, ma conviction personnelle, c'est que les gens du métier vont s'approprier très vite ces outils et que demain, sans doute, tout le monde fera du no-code, même sans le savoir. On parlera peut-être même plus de no-code d'ailleurs. La question de la sécurité est une question. C'est un univers dans le monde du no-code où les applications sont plus ou moins jeunes. Il y a des outils comme Bubble qui ont déjà 7 ans d'existence, Airtable, qui sont aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, aussi sécurisés que le code. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir, et on en a recroisé, des applications codées par des développeurs sans sécurité, ça arrive aussi. Donc, les problèmes qu'on rencontre avec le code, quand on va faire une application avec des développeurs ou qu'on peut rencontrer avec un maker no-code, sont souvent les mêmes. Quand c'est mal fait, malheureusement, il y a des failles de sécurité. Ça vaut pour le code comme le no-code. Erwan, justement, est-ce que les DSI, les directeurs des systèmes d'information des entreprises, ceux qui ont justement toute l'IT, la technologie des entreprises entre les mains, vont être vraiment d'accord avec le no-code en matière de sécurité ? Très intéressant cette question, parce que chez Contournement, du coup, on a des formations en ligne de quelques heures ou quelques jours pour un peu tout le monde, pour les particuliers, les entreprises, etc. Et à côté, quand même, on fait des expérimentations avec des grandes entreprises. Et en général, c'est intéressant parce que c'est ou alors l'innovation, ou alors le métier qui vient nous voir pour dire on veut pouvoir faire nous-mêmes et aller plus vite et dégorger aussi la file d'attente à l'entrée de la DSI. Et parfois, c'est les DSI qui viennent nous dire les gens utilisent déjà ça dans nos équipes. On veut tester, on veut voir les limites, on veut voir les dangers, on veut voir les forces pour pouvoir encadrer la façon dont ça s'adopte. On a plusieurs expérimentations en ce moment, notamment avec un groupe de grande distribution. Et pour le coup, comme vous le disiez, il y a des outils no-code qui apparaissent chaque jour, c'est la jungle. Mais par contre, là-dedans, il y a une dizaine d'outils qui est là depuis plusieurs années, qui est financé, qui a des grosses équipes, qui a des experts techniques de très haut niveau, Airtable, Zapier, tout ça. Ne vous inquiétez pas qu'ils font très attention à la sécu, à la performance et tout ça. Et du coup, ils ont des certifs sécurité. Et pour le coup, les DSI, là, les directions informatiques, que ce soit sur ce plan de la sécurité, elles sont en train de nous dire clairement, on fait plus confiance limite à ces outils-là, quelque part, qu'à pas mal de nos prestataires. Parce qu'il faut être conscient que tout prestataire n'est pas expert informatique de sécurité. Et deuxièmement, sur le côté RGPD, données personnelles, ils disent, au final, quand ce n'est pas des données sensibles, ça va. Et il y a des moyens, en fait, ils sont pas fous, ils savent que l'Europe, c'est un énorme marché. Donc, c'est un mythe de dire, oui, il ne faut pas utiliser du no-code parce que les données, elles sont hébergées aux États-Unis. Non, que ce soit sur la sécu ou la data privacy, ça passe. Je veux dire, en tout cas, aujourd'hui, la plupart des cas où on est en phase de direction informatique, ça leur convient, quoi. Le no-code, c'est donc pas du code rabais, si je vous entends bien. Amélia, tu es évidemment une de nos chroniqueuses dans l'École du Futur, mais tu es aussi la cofondatrice de Coloris, qui apprend à coder aux enfants sans écran. Quand tu entends justement ce que Francis et Erwan sont en train de nous dévoiler sur le monde du no-code, tu te dis finalement que tu as bien choisi ta voie ? Oui, effectivement, même si les enfants manipulent les concepts propres à la programmation en tant que telle. Moi, ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on se dit, c'est que ce sont aussi des outils qui vont permettre de prototyper en fait, pour des personnes qui ne sont pas forcément développeurs de métier et qui n'ont pas forcément les moyens ou les possibilités immédiates de faire appel à des développeurs. On peut passer aussi par le no-code pour commencer à tester un marché, un produit, une cible. Et donc, du coup, on rend accessible aussi l'entrepreneuriat quelque part via ces outils-là. Et on va y revenir dans un instant parce que, évidemment, je fais un peu de teasing sur ton édito et ta chronique du jour, mais on va confronter les points de vue dans quelques minutes. Je voudrais d'abord terminer cette première partie de discussion sur un fait que je rappelais d'ailleurs en introduction, une solution à la crise économique à venir. C'est ce que pourrait représenter le no-code selon le média Fast Company. Vous l'avez dit, Francis, que vous voulez former sont avant tout des professionnels makers, ces professionnels du no-code. Concrètement, ça représente quoi en termes d'emploi ? Est-ce qu'on peut gagner sa vie en faisant du no-code ? Bien sûr, et je crois qu'en fait, on ne se rend pas compte de quelque part l'enjeu démocratique qui est face à nous aujourd'hui entre la problématique du code et du no-code, parce qu'il faut rappeler quand même quelques chiffres. 0,3 à 0,5% de la population mondiale c'est codé. Et aujourd'hui, quand vous avez un projet, quel qu'il soit, pour changer le monde au niveau social, pour l'environnement,
Souvent, il y a de la tech derrière. Et si vous n'avez pas avec vous, en tant qu'entrepreneur qui a lié cette idée, une équipe technique pour vous accompagner, votre projet, quelle qu'en soit sa qualité, ne sortira pas. Donc finalement, on a quand même donné aujourd'hui un pouvoir exorbitant à 0,3% de la population mondiale qui sont les seuls à pouvoir finalement trouver des solutions. Ça, faut que ça change. Et le no-code, c'est une des manières de changer. Je crois que quand on dit effectivement qu'il y a énormément d'emplois à la clé dans ces métiers-là, il faut garder en tête deux choses. D'abord, qu'on est en pénurie mondiale de devs partout, et donc les entreprises aujourd'hui, et les PME en particulier, nous, la conviction qu'on a chez Allegria, c'est que ces entreprises, jamais de leur vie, elles n'auront la chance de voir un développeur. C'est impossible. Les startups qui lèvent aujourd'hui tous les jours des centaines de millions siphonnent totalement la réserve de développeurs que l'on a. Donc quand moi, je suis une PME qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et qui doit apporter des solutions digitales à mes clients parce que mes clients le demandent. Dans la tête d'un chef d'entreprise, aujourd'hui, il y a deux sujets, la transition digitale et la transition environnementale. Mais il faut apporter des réponses et ça passera par les makers professionnels. Et donc, ce sont des gens aujourd'hui qui ont des bons métiers, qui sont bien payés. Nous, les salaires à la sortie aujourd'hui ou des gens qu'on a recrutés chez Allegria en sortie d'école, c'est entre 38 et 40 K euros par an. Donc, il y a vraiment du boulot. C'est la catégorie qui a le plus explosé sur Malte cette année, côté freelance aussi. Donc, c'est des gens qui sont sur des taux journaliers entre 350, 500, 550 euros la journée. Donc, il y a vraiment de la demande, il y a vraiment de l'emploi. Et puis, il faut garder aussi en tête un élément qui est important, c'est que le maker no-code, de par les outils qu'il va utiliser, souvent va aller aussi plus vite que le dev. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être que 100 000 makers no-code professionnels rien qu'en France demain versus 400 000 devs, mais ce sont des gens qui, pour ce qu'ils vont faire et pour les attentes de leur typologie de clients, vont aller aussi beaucoup plus vite. Francis, vous restez avec nous bien sûr. Amélia, tu es avec nous toujours en plateau. Erwan, je sais que vous nous attendez toujours en duplex de l'autre côté de l'écran. Vous restez tous là parce qu'on va continuer cette discussion dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et ces images, je sais que vous les attendez, ça tombe bien. Elles sont rassemblées aujourd'hui par Cheryl Jessica Izenghe. Wonderful. Do you speak in Chinese? 我可以，但是我的普通话说的不太好，对不起。Oh, I speak English a little. No, your English is fine. 你的英文说的很好。Say goodbye to chores and hello to robots. Samsung unveiled a whole housekeeping robot crew at this year's virtual CES.
The first being BotCare, a robotic assistant that uses AI to pick up on your habits and schedule so it can come to your assistance whenever needed with reminders about upcoming tasks. There's also JetBot 90 AI Plus. Allez, on n'a pas de robot qui puisse faire le café en plateau, on en aurait bien besoin, vous me direz, mais non, on est bien sur le retour du plateau de l'école du futur, toujours avec Francis Lelong. Francis, vous êtes fondateur d'Allegria, Erwan Kezar qui nous attend de l'autre côté de l'écran, fondateur de contournement.io, et Amélia Matar, évidemment. Avant de continuer notre discussion justement sur le no-code, ce nouveau cool de la tech, on a une idée derrière la tech, enfin c'est surtout Amélia qui l'a. Alors Amélia, le no-code, visiblement, c'est très bien, mais un peu de code nous ferait pas de mal quand même. Effectivement, si vous le permettez, je vais prendre le contre-pied de cette émission et tenter de vous expliquer en quelques minutes pourquoi apprendre à coder a son importance. Entendons-nous bien, je n'ai rien contre le no-code. J'en suis moi-même une fervente utilisatrice depuis plusieurs années maintenant. Pire que ça, je dois vous confier que je trouve très plaisant le sentiment de puissance que procurent ces outils. Disons-le, il m'arrive parfois de rouler un peu des mécaniques quand mon interlocuteur s'étonne que le site internet de mon entreprise ait été quasi intégralement développé par Par un développeur, une développeuse? Et non, par moi, qui ne suis pas développeuse de métier. Mais tout de même, prenons l'exemple de l'écriture, et au passage l'informatique s'apparente à un langage. Sans être agrégée de littérature, je sais un peu écrire, je crois. Oh oui, quand même. Oh, bah, moi, je dis oui. Ce qui m'a permis, par exemple, d'adapter quelque peu les lettres de motivation sauvagement copiées-collées d'Internet pour duper mon lecteur et lui vendre une motivation authentique et exprimée à son unique attention. Tout comme, sans être pointu en programmation, je peux vous dire que cette image qui s'affiche mal sur le site vient sans doute du fait que celui-ci n'est pas responsive. Et ces rudiments de connaissances en dev me permettent aussi d'aller bidouiller le CSS parce que ce fichu bouton n'est pas là où je l'attends. Mieux, beaucoup mieux que mes bidouilles, saviez-vous qu'apprendre à coder a aussi des vertus sociétales? Lesquelles, par exemple? Yuval Noah Harari, dans son livre Homo Deus, nous alerte « Le fossé entre ceux qui maîtrisent la technologie et ceux qui ne le maîtrisent pas pourrait être aussi important que celui qui existait entre Sapiens et Néandertal ». Alors, sans être aussi alarmiste, les études sont pléthoriques sur le bénéfice économique des carrières dans le numérique. Les salaires et évolutions y sont les plus compétitifs du marché actuel. Nombreux sont les enfants, filles et garçons issus de classes moyennes ou de milieux défavorisés qui ont, grâce à l'apprentissage du code informatique et des techniques numériques, évolué rapidement au sein de la société et gagné en indépendance. Des initiatives comme Simplon montrent que des personnes sorties du système se réinsèrent vraiment par ces apprentissages. Elles retrouvent un emploi, un salaire, bref, une place dans la société. Ah ben voilà qui va faire plaisir surtout à Erwan Kezar, qui a été un des cofondateurs justement de Simplon, cette école de code à Montreuil. On te fait un petit hello, Erwan, en l'occurrence. Mais est-ce que tout ça, ça va aussi pour les enfants, Amélia ? Parfaitement, Marjorie, tu as raison. Pour les enfants qui sont de plus en plus consommateurs de technologie, il me semble important qu'ils comprennent ce qu'ils consomment. Car contrairement à la littérature, il y a un revers négatif à la surconsommation de technologie par les enfants. Vous en conviendrez, la consommation de livres, même excessive, n'a jamais posé de question de santé publique. La surconsommation de technologie par nos enfants en pose de plus en plus. Mais c'est un dossier épineux sur lequel portera une autre chronique, assurément. Ça, c'est certain. Mais alors, justement, en résumé, on peut se dire quoi ? Que le code, c'est l'école de la logique avant tout ? Je crois que permettre aux enfants d'apprendre à coder les installe de facto dans une posture plus active et moins passive face à la technologie et que cette posture de penseur devient aujourd'hui cruciale. Et enfin, pour finir, réjouissons-nous, car apprendre à coder fait fonctionner à plein régime nos neurones. Une étude allemande et américaine a même montré que les zones sollicitées du cerveau lors de la compréhension de lignes de code étaient les zones du langage, de la mémoire et de l'attention. Apprendre à coder développe donc effectivement notre capacité de réflexion logique, utile à chacun pour organiser sa pensée et pour résoudre des problèmes de mathématiques. Steve Jobs lui-même affirma, je cite, « Tout le monde dans ce pays devrait apprendre à programmer car cela nous apprend à réfléchir. » Donc en somme, vive le no-code, certes, mais vive le code aussi. Long live le code et le no-code en même temps. Francis, je sais que vous aimez aussi beaucoup cette citation de Steve Jobs à laquelle Amélia faisait référence.
Vous avez eu besoin de développeurs, vous avez eu besoin de codeurs, de codeuses dans vos entreprises précédentes, notamment Sarenza, extrêmement connu. Donc c'est quoi? C'est haro sur les développeurs et développeuses? Non, pas du tout. Non, surtout pas. Il ne faut vraiment pas être mal compris là-dessus. Je pense que, bien évidemment, et je l'ai dit en introduction, on a besoin de plus de développeurs. C'est indispensable. Les développeurs ont du boulot pour les 50 prochaines années. Il n'y a aucun doute là-dessus. De la même manière que la télé et le cinéma ont appris à vivre ensemble, il n'y a aucun problème. C'est très complémentaire. Ce n'est pas les mêmes usages. Là où j'ai, moi, des interrogations, et je le dis d'autant plus que je n'ai pas d'enfant moi-même, donc je ne suis pas concerné par le sujet d'éducation des enfants, je le précise. Mais ceci étant dit, tout dépend de ce qu'on appelle apprendre le code et apprendre à coder. Et parce que derrière cette terminologie, la réalité, c'est de constater que ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut apprendre aux enfants à coder, qu'être développeur, ça nécessite un certain nombre de compétences tout à fait particulières. J'ai pas beaucoup de conviction dans le sujet, mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Et donc vouloir essayer systématiquement de dire qu'on va apprendre à coder trop tôt avec les mauvais outils, c'est potentiellement aussi, finalement, comme les choux de Bruxelles à la cantine, se donner l'impression qu'on connaît le truc et finalement en dégoûter plus que pour les quelques-uns qui vont rentrer dans le moule. Mais il y a des gens qui savent très bien cuisiner les choux de Bruxelles. Mais j'en doute pas. Mais on a tendance en France à vouloir imposer la même forme de formation à tout le monde. Je crois qu'on a besoin d'outils pédagogiques pour apprendre la logique. Derrière ces outils informatiques, que ce soit du code ou du no-code, ce qu'il faut comprendre, c'est la logique. C'est quoi une base de données? C'est quoi un logiciel? Comment ça se construit? Aujourd'hui, il y a des gens qui font du produit, par exemple, dans des startups, qui font des produits géniaux chez Apple, qui n'ont jamais appris à coder, qui sont orientés pour résoudre un problème dans la société ou pour un client, pour un usage. Et donc, je crois qu'on a un petit peu tendance à vouloir tout mélanger. Et je voudrais juste pas, en France en particulier, on essaye d'imposer à tous les enfants de coder, alors même que l'avenir, il est peut-être ailleurs. Et en revanche, ce qu'il faut, c'est que ceux qui ont envie de coder, on leur donne vraiment envie de le faire, parce qu'on a absolument besoin. Et cela, il faut les aider, il faut les motiver, aller les rechercher s'ils n'ont pas eu la chance de le faire quand ils étaient jeunes, parce qu'on a absolument besoin de plus de développeurs. Il ne faut pas qu'on reconstruise non plus dans le no-code le manque de maker no-code comme on l'a fait dans le code. Je termine juste par un tout petit mot aussi qui me tient à cœur très fortement chez nous, chez les Grillards. Il faut rappeler qu'il n'y a que 13 à 15% de femmes chez les devs. Ne prononcez pas tout, non, pas tout de suite, parce ça va être justement l'objet de la reprise de notre débat. Mais d'abord, je voulais faire réagir Erwan justement à la chronique d'Amélia, parce que, on l'a rappelé, Erwan, vous êtes aussi le cofondateur de Simplon, cette école de code à Montreuil, qu'on a souvent surnommée école de la deuxième chance, mais non, c'était surtout une école de la première chance qui donne justement leur chance à ces futurs développeurs et développeuses qui peuvent venir avec n'importe quel parcours académique ou social avant. Ça veut dire que vous avez fait le chemin inverse, vous êtes allé du code vers le no-code. Alors, je dois préciser que j'ai eu l'idée, j'ai cofondé Simplon en 2013, mais j'ai décidé d'en partir en 2017. Donc, il faut que je précise, j'en étais le cofondateur. Et pour le coup, je pense que sur la question du code, même de l'emploi, il faut faire attention aussi quand on parle de pénurie de développeurs. Il faut savoir que sur le marché, c'est surtout des développeurs confirmés et seniors et des bons juniors bien formés qui sont en pénurie. Notamment, certains qui ont des compétences qui sont, on va dire, un peu remplaçables par le no-code, mais c'est quand même, encore une fois, c'est un champ très vaste, le code. Et je précise ça notamment parce qu'il y a un point dont on n'a pas trop parlé pour réagir à la chronique d'Amélia, c'est que Marjorie a eu ce très bon mot tout à l'heure de dire il y a des gens qui cuisinent très bien les choux de Bruxelles. Mais pour le coup, pour faire aimer le code ou pour comprendre ce que c'est que le code, souvent de passer par le no-code ou par le physique, comme le fait Coloris, par des éléments physiques, c'est peut-être la meilleure solution. Harvard, déjà il y a 10 ans, quand les gens arrivaient en informatique à Harvard, c'est Harvard quand même, ils faisaient de la programmation visuelle, du Scratch, qui était un peu un ancêtre du no-code. Et chez Contournement, pour le coup, on est complètement d'accord avec ce que dit Amalia, dans le sens où apprendre à coder, ça apprend des compétences et ça mobilise des zones du cerveau différentes. Ça apprend déjà aussi par passion. Il y a des enfants et des jeunes qui se rendent compte qu'ils aiment ça. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas toujours voir le côté productif de la chose et se dire que le no-code peut amener vers le code. Là, on a lancé par exemple avec Décodeuse une association, une formation pour 40 demandeuses d'emploi au féminin qui apprennent le no-code pour ensuite aller apprendre le code de manière plus fluide. On fait cette expérimentation, par exemple. Et l'autre chose à dire, c'est que voilà, ce dont on ne parle pas trop, c'est la citoyenneté numérique. On a souvent le prisme économie, trouver du travail, etc. Mais le no-code et le code, il faut se rappeler que c'est aussi un bon point d'entrée vers la citoyenneté numérique. Nous, quand chez Simplon, on faisait coder des enfants ou des jeunes,
ça posait plein de questions sur, tiens, c'est comme ça que le web est constitué. Ah, économiquement, c'est qui les acteurs? On commence à être acteur et non pas consommateur du numérique. C'est un grand mot, le numérique, mais quand on commence à mettre les mains dedans. Et c'est ça qui est vraiment important, à mon avis, par l'apprentissage du no-code et du code. Pour moi, ça va ensemble. Je pense que faire que du no-code, c'est une initiation partielle. C'est bien d'aller voir plus loin avec le code, mais faire que du code, je trouve que c'est dommage, parce que la programmation visuelle, encore une fois, il y a cet enjeu-là de comprendre ces briques, notamment par du visuel, qui est le langage le plus universel, pour peu que ce soit des outils bien faits aussi, parce que c'est des outils qui font apprendre de travers. Je pense que c'est essentiel. Et le monde physique aussi, comme le fait Coloris, ça me paraît essentiel. Alors, on l'a bien compris, le code a changé. On ouvre la deuxième partie de cette discussion qu'on a quand même déjà bien entamée, soyons francs. Amélia, Francis et Erwan le disaient il y a encore un quart de seconde, l'idée c'est aussi de se dire qu'il ne faut pas rater le train du no-code, parce qu'il ne faut pas rater le train de l'inclusion et de l'inclusivité. Comment est-ce que le no-code peut être un outil pour ramener vers une tech plus inclusive ? Amélia, justement, oui. Oui, je crois que code ou no-code, on parle un peu de la même chose. C'est aussi permettre à des personnes de découvrir le numérique et d'avoir des clés de lecture de ce qui est en train de se passer dans notre société et donc de se sentir concerné et vraiment pleinement acteur des changements qui sont en cours. Et nous, effectivement, on le voit notamment chez les enfants, d'apprendre à coder. Alors, derrière ces mots, il y a plein de choses et il y a notamment beaucoup de culture numérique. Ça leur permet effectivement d'interroger la société dans laquelle ils sont en train d'évoluer et les outils qu'ils consomment de plus en plus. Alors on va revenir justement à cet enjeu démocratique aussi, cette idée de savoir comment se réapproprier la tech, parce qu'on sait comment la construire dans un instant. Mais je vous ai coupé tout à l'heure, Francis, parce que justement je voulais qu'on puisse avoir cette question et la creuser ensemble maintenant. Comment amener une tech plus inclusive grâce au no-code? Je sais que c'est un des enjeux, notamment d'Allegria Academy. C'est cette première école de no-code au monde que vous ouvrez à Paris dans quelques jours, dans quelques semaines. Vous vous fixez un objectif, il est clair, 50% de places réservées aux candidates. Exactement, et je pense qu'il ne faut pas refaire la même erreur avec le no-code qu'on a pu le faire avec le code. Effectivement, on l'a dit, le no-codeur professionnel, c'est un nouveau métier qui n'existait pas il y a quelques années, qui est permis aujourd'hui par l'évolution des technologies. Nous, c'est sur ce schéma-là qu'on est. Et on a la chance d'avoir dans les fondateurs et fondatrices d'Allegria, on est 3, une femme qui a démarré elle aussi comme ça, en faisant du no-code. Et je crois qu'il faut tout de suite avoir des rôles modèles, il faut tout de suite avoir une communication adaptée et il faut tout de suite donner cette possibilité. Donc nous, on est très actifs pour expliquer avec tous nos partenaires que c'est aussi ouvert aux femmes, qu'on peut y venir, qu'il n'y a pas de difficulté. Et c'est pour ça que c'est un petit peu difficile parfois d'utiliser le mot développeur, parce que c'est un mot qui est quand même très connoté, très masculin, même s'il y a la développeuse aussi, mais on voit qu'on l'utilise quand même moins. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile, et ce sera très difficile de corriger 30 ans d'histoire du côté des devs pour faire venir plus de femmes, même s'il y a des écoles super qui viennent de se lancer, 100% féminines pour le dev aussi, et il faut que ça continue. Mais ça va prendre du temps de faire changer le navire de direction. Là, on part de zéro quasiment avec le sujet du no-code. Donc, dès le départ, on a posé effectivement des bases très fortes. L'inclusion, c'est bien évidemment le sujet des femmes, mais ce n'est pas que le sujet des femmes. C'est aussi aller chercher des publics éloignés de la tech. C'est aller chercher des gens en reconversion. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut travailler et donc on s'y attelle et pour le moment on est très heureux puisque sur les plus de 500 candidats qu'on a reçus déjà là en quelques semaines, il y a 30% de femmes et donc je pense qu'on n'aura aucune difficulté à trouver nos 50% les 20% de femmes. restants. Voilà, exactement, dans les 500, puisqu'on a malheureusement qu'une 150 places pour la première année de formation, dans une dizaine de cohortes qui vont se faire par 20 personnes à chaque fois, qui vont donc démarrer mi-février, en sachant que tous les jours, on a des nouvelles candidatures, donc on n'est pas inquiet, on va trouver nos 50% de femmes pour cette école. Et vous parlez de rôle modèle, je vous rappelle que la première développeuse, enfin le premier développeur de l'histoire était une développeuse, c'était Ada Lovelace, tout de même. Erwan, je vous retourne la question, est-ce que le no-code peut justement favoriser plus d'inclusion dans la tech, notamment une inclusion de genre? Si on fait attention à bien communiquer de la bonne manière sur les bons outils, à donner les bons rôles modèles et tout ça, je pense que oui, mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'on entend beaucoup de choses dans la communauté. En fait, au début de Contournement, on a créé une communauté qui est devenue No Code France, où il y a plus de 6000 personnes aujourd'hui. Et il faut savoir que la France, c'est vraiment une No Code Nation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités, il y a des profils très divers, différents milieux professionnels et tout. Et on observe beaucoup un peu quels sont les profils,
qui s'expriment, etc. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de discours autour de le no-code, c'est inclusif par défaut, c'est le futur de la diversité, etc. Et je pense que quand on observe la communauté no-code France et même les formations existantes qui forment sur les différents outils, sur Webflow, il y a Init Programme, Bubble, il y a Auto. En France, on a vraiment un bon tissu autour du no-code, donc on a de quoi observer. Mais j'ai l'impression que chez Auto, sur Bubble, ils ont quand même beaucoup de profils féminins qui sortent et qui d'ailleurs trouvent souvent du boulot en freelance ou en CDD, CDI. Je veux dire, donc quand même en termes de... Il y a des réussites. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de no-codeuses. Là, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Dans la communauté, quand même, on voit beaucoup de femmes. Mais il faut mettre en avant des profils qui sont allés loin parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi... Souvent, quand on voit les gens qui produisent du contenu et qui prennent la parole, c'est souvent quand même des hommes qui ont diplômé, malheureusement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est de dire, et c'est aussi l'objet du projet des codeuses là, qu'on a monté, c'est de dire, au-delà de pratiquer, il faut vraiment qu'il y ait des figures qui portent l'exemple de dire les femmes dans le no-code ont une voix et continuer à combattre les autocensures et les stéréotypes. Parce que c'est ça l'enjeu dans les nouvelles technologies. C'est souvent de dire c'est un métier de mec. Alors, est-ce que ça existe le métier de mec? Il faudra m'expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est de changer les imaginaires, les images et de montrer que c'est possible, notamment avec des femmes qui ont monté des boîtes, certes, mais aussi qui ont eu des carrières en CDD, en CDI, en no-code et qui sont inspirantes et qui vraiment ouvrent la voie, quoi. Montrent que c'est possible et de manière, on va dire, de manière démocratique toujours. Que ça passe pas pour être quelque chose de réservé à des gens qui font des maths ou de l'ingénierie ou je sais pas quoi. Je suis ravie de voir, messieurs, que vous ralliez la cause. Ça nous fait très plaisir avec Amélia. Mais justement, Amélia, comment est-ce qu'on fait pour faire monter ces figures féminines du no-code en France ou du low-code? Effectivement, l'idée d'avoir des rôles modèles, et je pense que c'est hyper important de montrer des parcours qui sont vraiment impactants, où les personnes ont pu se saisir de ces outils pour aller très très loin. Mais ça passe aussi, et pour ça il faut être un peu plus patient, par l'éducation, encore une fois, parce que voilà, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais il se passe aussi des choses très importantes dans l'enfance, et les stéréotypes de genre, et voilà, se mettent en place dans les esprits très tôt. Donc il faut aussi parler notamment aux filles et voilà, leur montrer qu'il y a ces carrières qui sont possibles dans le numérique par des outils qu'elles connaissent sans doute pas aujourd'hui. Alors le no-code, c'est aussi un formidable marché. Vous avez entendu déjà plusieurs noms de marques et de solutions prononcés ici par Francis et par Erwan, mais c'est surtout un marché qui a été boosté par la pandémie de Covid et sur lequel d'ailleurs vous n'êtes pas tout à fait seuls, messieurs. Pour ne citer que les plus connus du secteur, évidemment il y a IBM, AWS pour Amazon, Google, Microsoft, Oracle ou Salesforce. Ils sont déjà tous sur les rangs. Et selon Research and Markets, le marché américain, rien que lui déjà, pourrait peser 27 milliards de dollars, rien qu'en 2022, voilà pour le no-code. Comment est-ce que vous allez tirer votre épingle du jeu? Là, je m'adresse à l'autre casquette, celle d'Allegria Group pour vous, Francis. Nous, en fait, ce qu'on a essayé de faire avec Allegria Group, c'est vraiment de proposer en fait un petit peu la plateforme pour les professionnels du no-code, à la fois les entreprises qui veulent passer au no-code, et on sait qu'il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, on est passé de 3 à 60 personnes en un an, donc c'est juste absolument incroyable ce qui nous arrive. On est très heureux de ça, parce qu'il y a une demande exceptionnelle. En face, la difficulté, c'est qu'effectivement, il n'y a pas encore assez d'offres, il n'y a pas encore assez de makers professionnels. On en a recruté beaucoup, on en a formé beaucoup, on va continuer à le faire avec l'académie, mais il faut qu'on arrive à faire monter les deux en parallèle pour qu'effectivement cette économie existe. Il faut préciser aussi un élément important, c'est que dans l'écosystème no-code dont parlait Erwan, d'ailleurs quand on discute avec Bubble, qui est un des leaders du secteur, ils nous disent que la France, c'est le deuxième marché. On le doit à No-Code France, bien évidemment, qui a été pionnier sur le sujet, mais on le doit aussi à un certain nombre d'éditeurs, puisqu'on a des éditeurs français de solutions no-code, made in France, faites chez nous, avec des ingénieurs qui codent des solutions no-code chez nous, et qui sont super, et qui font aussi cet écosystème. Donc je pense que c'est un ensemble. On a la chance incroyable, pour une fois, de ne pas être en retard sur les États-Unis, en France, sur une technologie. Voilà, exactement. On a la chance d'avoir un certain nombre d'acteurs qui ont fait du no-code un vrai métier, qui fournissent des solutions à des entreprises au quotidien. Donc il faut absolument qu'on continue dans cette dynamique-là. Et l'enjeu pour nous, c'est clairement de continuer notre expansion, sans doute européenne cette année, et puis peut-être au-delà plus tard. Erwan, la France peut-elle être une no-code nation? Je pense qu'elle l'est déjà. Bon, même si l'expression peut faire sourire, je l'ai sortie. Mais j'ai envie de dire qu'il y a deux choses. Parce que dans le no-code, il y a les outils, donc on vient d'en parler.
Nous, pour notre part, chez Contournement, notre objectif, c'est de trouver les outils les plus accessibles à des personnes non techniques, mais qui soient aussi les plus puissants et les plus sécurisés, etc. La plupart des outils sur lesquels on forme, ils sont américains aujourd'hui, mais c'est en train de changer. Il y a Integromat, un outil tchèque qui tire son épingle du jeu. En France, il y a aussi des outils qui sont vraiment en train de monter, que ce soit des UdoTools, des XAR, des WeWeb. WeWeb, c'est un outil qui est vraiment en train de monter internationalement. Ils sont français, par exemple. Donc voilà, il y a les outils. Il y a les prestataires, donc ça, des agences, des freelances, il y en a plein dans tous les sens, mais en France, il y a une très forte dynamique. Et il y a les gens qui forment pour que les gens puissent faire eux-mêmes. C'est-à-dire que nous, par exemple, on forme les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leurs projets. Et dans ce cadre-là, j'ai envie de dire, on n'est pas fermé. En fait, on ne regarde pas la nationalité des outils, on regarde leur performance et tout. Mais comme je le disais, je pense qu'il y a moyen que la France tire son épingle du jeu sur un peu tous les tableaux, notamment parce qu'il y a un gros engouement. Donc, je parle au niveau de Contournement, on a beaucoup œuvré pour démocratiser, pour évangéliser, même si j'aime pas trop le mot. Et il n'y a pas que nous, il y a aussi plein de gens il y a un vrai mouvement, c'est ça que je veux dire. Et tout à l'heure, il y avait la question de la résolution de la crise économique avec le no-code. Bon, je me méfie toujours un peu des prophéties à la Fast Company et tout, mais ça peut être une partie de la solution. Par l'entrepreneuriat, certes, mais attention, c'est qu'une partie de ce que le no-code permet. Je pense que c'est notamment tout ce dont on parlait tout à l'heure. Remplacer Excel, Word et tout par des outils beaucoup plus productifs, notamment pour les TPE, les PME, les entreprises traditionnelles. Avec le no-code, il y a vraiment moyen de faire du leapfrogging. Vous savez, c'est comme sur le continent africain, il y a des pays qui ne sont pas passés par ordinateur portable, sont directement passés au smartphone. Avec le no-code, il y a des entreprises qui sont fâchées avec le numérique ou qui ne savent pas par quel bout le prendre, qui ont moyen économiquement, et parce que c'est assez simple d'accès, de faire un bond en avant. Et je pense que c'est vraiment là que la France a la chance de tirer son parti. Et Contournement, on vient d'essaimer sur le continent africain et l'Amérique du Sud. Et je pense que c'est aussi à l'image de nos forces en France. On s'est formé, et souvent en technologie, on n'est pas trop manchot quand même. Alors on va voir si on peut aussi faire des sauts de grenouille, en l'occurrence, pour pouvoir reprendre le pouvoir sur la technologie, parce que si je vous entends bien quasiment à l'issue de ce débat et de cette discussion, en donnant la possibilité à chacune et à chacun de créer sa propre application, on pourrait se dire que le no-code permet de s'affranchir aussi des plateformes, Francis. Oui, complètement. Je pense que c'est d'abord un enjeu vraiment démocratique. Erwan a raison de dire, il y a vraiment d'abord ces citoyens qui vont pouvoir eux-mêmes, grâce au no-code, décider de ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on est partenaire de Shareit, on est partenaire de plein d'initiatives. On a fait ensemble avec Erwan un hackathon, et d'habitude, quand on fait un hackathon code, souvent, ce qui sort le dimanche soir, c'est pas toujours complètement fini. C'est dur en code de faire en 2 jours une solution. Là, en no-code, les solutions étaient finies le samedi soir, et les entrepreneurs qui étaient là étaient super heureux. Donc, je pense qu'on a cet enjeu démocratique déjà qui est très important, et un maximum de gens qui vont pouvoir s'approprier ces technologies pour effectivement devenir acteurs de la technologie, pas juste spectateurs. Et puis ensuite, il y a tous les enjeux business. Et moi, je pense que les grands gagnants demain, ça sera effectivement les PME et les TPE, qui encore une fois aujourd'hui n'ont juste pas du tout accès aux technologies, sont extrêmement dépendantes de délais très longs, de coûts exorbitants parfois, et qui vont pouvoir à la fois se former pour mieux maîtriser ce qui va être fait et trouver des compétences et des ressources pour apporter des nouvelles solutions qui leur sont demandées par leurs clients aujourd'hui. Et donc, si on arrive à la fois à être dans une nation qui effectivement permet d'avoir plus de projets, des startups faites en no-code avec moins de difficultés, et en même temps des entreprises, un tissu de PME qui va pouvoir évoluer dans ces solutions, tout ça avec des citoyens plus heureux, nous, on sera très contents que no-code aide à ça. Erwan, je le disais en ouverture de cette émission, Contournement.io veut démythifier les super pouvoirs du no-code, aider justement ces citoyens et ces citoyennes du numérique à maîtriser ces super pouvoirs, c'est en faire des Avengers des plateformes. Alors, je connais mal les Avengers et tout, mais en tout cas, l'idée, c'est d'encapaciter les gens, en effet, à pouvoir faire sur Internet, à pouvoir produire, à pouvoir aussi comprendre comment ça fonctionne. Il y a quand même cet enjeu de comprendre entre les lignes ce qui se passe, notamment pour relocaliser la production. Parmi les outils dont je parlais américains, attention, nous, on ne recommande pas les outils no-code de Microsoft, Google et tout, c'est plutôt destiné aux entreprises, c'est plutôt des Airtable, des Zapier et compagnie. Mais il y a ça, il y a le fait de pouvoir prendre en main, et c'est tout bête, mais il y a aussi, à mon avis, le côté d'aider tout ce qui est l'économie solidaire et de ça. J'en ai pas forcément trop parlé, parce que je tiens à préciser quelque chose. Contournement, notre spécialité, c'est de former de la manière la plus démocratique possible tout type de public, mais on n'est pas une entreprise solidaire. Par contre, j'ai cofondé No Code for Good à côté, qui permet de mettre le no-code au service des assos, des entreprises solidaires et tout, de manière plus accessible économiquement, et aussi pour faire leur transition numérique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les super pouvoirs, c'est un terme un peu marketing, mais n'empêche, je vous garantis que dans nos ateliers de 2 heures,
En 100 ans, les gens, s'ils avaient pensé développer une petite appli mobile qui cartographie je sais pas quoi, les salons de ceci ou cela, ben, ils y croiraient pas. C'est-à-dire que là, littéralement, en moins d'une heure ou deux, on voit des gens qui font une première version d'appli qu'ils envoient à leurs potes, d'annuaire ou autre. Et donc, c'est possible. Toute personne qui nous écoute, vraiment, mettez les mains dedans, faites les premiers pas. En France, on a un super écosystème de contenu gratuit en ligne. Il y a des super formations qui existent avec des gens qui trouvent du boulot à la sortie, qui ont fait leurs preuves. Ce que je veux dire, c'est vous n'avez pas d'excuse pour ne pas au moins essayer. Tout le monde n'est pas obligé d'en faire. Tout le monde n'est pas forcément obligé d'y arriver. Il y a des gens qui sont vraiment allergiques. Par contre, donnez-vous la chance et si ça se trouve, ben, vous allez commencer à kiffer sans même vous en rendre compte. Et c'est un parfait mot de la fin. Merci Erwan Kezar de nous l'avoir offert ici dans l'école du futur. Le no-code sera donc le prochain cool ou le nouveau cool tout simplement de la tech et de sa démocratisation. Bah, c'est à vous de vous faire votre avis après cette discussion et ce débat. Merci infiniment Erwan Kezar d'avoir été avec nous. Merci. Francis Lelong d'avoir fait un tour sur le plateau de l'école du futur. Et merci à notre Wonder Woman Amélia Matar évidemment d'avoir été encore avec nous aujourd'hui. Merci à vous surtout ici derrière votre écran de nous avoir suivis. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'école du futur et le handle School TV. Et je vous dis à très vite, à demain, tiens même, restez connectés.